Effet de la perestroïka, 15 experts soviétiques sont venus en France apprendre la gestion, la finance et la direction d'entreprise. Les soviétiques entrent dans l'économie de marché et le capitalisme. Ariane, lancement réussi, la dernière née des fusées européennes, a mis sur orbite le plus gros satellite de télécommunications civiles jamais lancé. Intelsat 6 se porte bien. Sécheresse, les agriculteurs attendent. D'une part, la pluie, celle du week-end, ne suffira pas. Ils attendent aussi les subventions promises depuis le mois d'août. En France, des associations essaient de relancer l'élevage du ver à soie, tandis que les soyeux lyonnais maintiennent la tradition avec des soies d'importation. Reportage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le premier contingent des hommes d'affaires soviétiques se prépare à rentrer après 15 jours de stage. Durant 2 semaines, ceux qui seront chargés demain d'apprendre le capitalisme aux industriels soviétiques étaient accueillis à Paris par l'Institut supérieur de gestion. L'accord signé en juillet dernier par Mikhail Gorbatchev et François Mitterrand est donc entré dans les faits. Christophe Martet et Aimé Mayol. Quand des cadres soviétiques viennent apprendre le capitalisme, ils jouent carte sur table. Dans ce jeu d'économie-fiction, ils ont chacun à défendre les intérêts de leur classe, pardon, de leur groupe socio-professionnel. Et il ne leur faut pas longtemps pour en maîtriser le vocabulaire. Celui du gouvernement, des actionnaires, ou encore le vocabulaire des patrons. Что касается населения, то зарплата расти не может. Ils sont 15, ingénieurs, économistes, juristes, tous de purs produits de la perestroïka. Ils ont 15 jours pour s'initier à l'économie libérale, aux stratégies d'entreprise, aux mystères de la fiscalité occidentale. Leur objectif, former à leur tour des cadres et des managers pour une économie soviétique en pleine mutation. L'utilité, c'est le choc des idées. Il faut prendre en considération toute l'expérience gagnée, pas seulement dans les pays d'une économie planifiée, mais dans l'économie, on dit ici libérale, ça veut dire l'économie de marché. Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous accueillir chez l'un des plus prestigieux groupes bancaires et financiers du monde. Et parce qu'ils veulent tout voir, on les conduit aussi dans les temples du capitalisme, comme ici la salle des marchés de Paris-Bas. Là où s'échangent par millions les actions, les obligations ou les devises. Il y a parmi votre délégation des gens assez jeunes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils soient séduits par le système libéral, capitaliste et qu'ils souhaitent rester ici? Non, nous n'avons pas peur. Notre réaction actuellement est la suivante. Comment faire pour que chez nous, ça soit aussi bien que chez vous et que les gens n'aient pas envie de s'enfuir? Photos souvenirs, échange de cadeaux, ce premier contingent de stagiaires soviétiques repart pour Moscou. Mais beaucoup d'autres vont suivre, car désormais, l'Europe de la formation va bien au-delà des frontières de la communauté. Ariane 4, la plus grosse fusée jamais lancée à Kourou, a placé tranquillement et à l'heure dite le plus gros satellite civil de télécommunications qui permettra l'échange de 120 000 communications en même temps. Intelsat 6 ne sera placé sur orbite définitivement que dans 3 mois environ, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il se porte à merveille. Patrice Pellet. Attention pour décompte final. 5, 4, 3, 2, unité, top. Allumage. Décollage. Météo idéale, fusée en parfaite condition, 20h05, heure de Kourou, Ariane quitte son pas de tir. 540 tonnes de poussée, les moteurs sont alors à leur pleine puissance pour propulser Ariane et le satellite Intelsat 6 vers les étoiles. 22 minutes plus tard, le 3e étage dépose en douceur, exactement à l'endroit prévu, le plus gros satellite de communication civile jamais lancé dans l'espace. Un satellite d'une puissance énorme, dont les signaux pourront être captés par de petites stations au sol. Un satellite qui semble bien fonctionner, puisque le premier des 6 allumages de son moteur s'est déjà parfaitement déroulé. Pour Ariane, c'est le 16e tir consécutif réussi. De l'exceptionnel, la concurrence russe ou américaine ne fait pas mieux.
Le conflit des agents du Trésor connaît sa trêve du week-end. Ce n'est pas le cas pour celui des marins de la Sea Link, qu'ils soient de Calais ou de Dieppe. Ils ont cessé le travail afin de dénoncer un éventuel rapprochement entre leur compagnie et la SNCF. Il devient donc extrêmement difficile de se rendre en Grande-Bretagne, car en plus du mouvement de grève, le mauvais temps s'est mis de la partie. Nathalie Dolé. 10 000 véhicules bloqués, 5 km de bouchons, 10 heures d'attente pour des milliers de vacanciers. Le port de Boulogne-sur-Mer, qui assure seul aujourd'hui le trafic transmanche, était en fin d'après-midi complètement engorgé. À Calais, la grève de 60% du personnel navigant de la compagnie Sea Link a annulé 31 départs pour Douvres. Le mouvement de lutte contre la restructuration de l'armement naval SNCF devrait normalement se poursuivre jusque demain soir. À l'interruption du trafic ferry entre Calais et Douvres s'ajoute la suspension de tous les vols d'aéroglisseurs pour cause de mauvais temps. Calais, premier port de voyageurs français, attendait 150 000 passagers, en majorité britanniques, pendant ce week-end de Toussaint. Oui, ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie du week-end qui vont changer les choses. La France est bel et bien touchée par la sécheresse. Le déficit en eau est chronique depuis octobre dernier. Seul avril a été un mois positif. Le ministère de l'Agriculture a décidé d'une aide qui a été augmentée la semaine dernière d'1,6 milliard. Mais pour le moment, elle n'est pas arrivée, cette aide. Et de l'argent, il le faudrait aujourd'hui. José Blanc-Lapierre et Didier Rancoeur. Jean-Paul est déboussolé. Aujourd'hui, il rentre ses vaches pour l'hiver. Mais cette année avec 2 mois d'avance. Les prairies sont sèches. Ces charolaises n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Alors Jean-Paul puise déjà dans son stock d'hiver pour nourrir ses bêtes affamées. Un stock rendu maigre par la sécheresse, un stock qui va s'épuiser plus tôt que d'habitude. Une année normale, l'ensilage vient jusque-là et je ne commence à ne le donner que début décembre. Alors que cette année, déjà, il n'est arrivé qu'à ce niveau et je l'ai attaqué depuis le mois de juillet. Donc au mois de décembre, il n'y en aura plus alors que d'habitude il est plein. Résultat, Jean-Paul va sacrifier les 100 petits taureaux qu'il engraisse chaque hiver, autrement dit 50% de ses revenus. Et ce n'est pas tout. Les semis pour le printemps prochain sont rachitiques. Un coup de gel en novembre serait fatal, pas de fourrage pour l'an prochain. René, son voisin, est inquiet lui aussi. Ses silos sont vides, 2 sur 3. Alors il achète de la paille, du foin, du maïs. Il s'endette pour conserver un troupeau qu'il a mis des années à constituer. Sans un coup de main de l'État, il ne s'en sortira pas. Alors il attend, comme tous les éleveurs du coin. Parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir de l'eau. Je crois que on est vraiment un peu dépassé par les événements. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est notre gros problème. Depuis le mois d'août, on leur a promis de l'aide. Mais ils ne voient toujours rien venir. Cet argent, ils l'attendent maintenant comme la pluie, sans plus oser y croire. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, le préfet a dû interdire le renouvellement de l'eau des piscines qui seront fermées. Il n'est plus question non plus d'arroser les pelouses, les jardins ou de laver les voitures. La consommation d'eau, malgré les conseils de modération, n'a pas baissé depuis le mois de septembre dernier. La petite ville de Charvieux-Chavagneux dans l'Isère fait de nouveau parler d'elle, ou plutôt son maire fait parler de lui. On lui a déjà reproché, vous vous en souvenez, d'avoir par erreur détruit le lieu de prière des musulmans. Aujourd'hui, il refuse de prêter une salle de classe le dimanche pour que soient donnés des cours d'arabe. Marc Maisonneuve. L'association islamique de Charvieux n'a qu'un souhait, que des cours destinés à des enfants en âge scolaire soient dispensés en langue arabe. Un souhait exprimé depuis plusieurs années. Et lorsque les autorités acceptent que ces cours soient donnés le mercredi et le samedi après-midi, l'association islamique manifeste son mécontentement. Cela ne suffit pas. À Charvieux, on veut pouvoir suivre des cours en arabe le dimanche aussi. Nous avons effectivement refusé pour 3 raisons fort claires. D'une part, les rythmes scolaires qui n'étaient pas maintenus. D'autre part, la tradition française qui veut que le dimanche soit consacré au repos. Et ensuite, parce que le dimanche, nous n'avions pas la capacité d'assurer et la sécurité et la surveillance des bâtiments. Donc l'affaire est très claire et il n'est pas question d'interdire les cours d'arabe globalement, mais il est bien question de ne pas donner une possibilité d'utilisation le dimanche. C'est de la provocation pure et simple. Et donc, moi, j'invite Monsieur le maire à respecter la très bonne entente qu'il y a entre nous. Et s'il veut remonter sa pente, c'est avec de la franchise qu'il doit le faire. L'association islamique parle de provocation, la mairie évoque les règles de sécurité. On semble décidément loin des termes d'un véritable dialogue.
À propos du voile islamique, un nouveau sondage réalisé par Ipsos pour le journal du dimanche indique que plus de la moitié, c'est-à-dire 55% des adolescents de 12 à 17 ans sont opposés à l'interdiction du port du voile islamique dans les écoles. 39% sont favorables à cette interdiction. Chez les plus de 18 ans, un sondage Ipsos Le Point indiquait hier que 60% des personnes interrogées étaient contre et 23% pour le voile à l'école. On a appris aujourd'hui la mort de Kateb Yassine. Il était considéré comme le plus grand des écrivains algériens d'expression française. C'est lui qui a défendu en Algérie et sous Boumedienne les libertés démocratiques. Il est mort à l'hôpital de la Tronche près de Grenoble. Il était âgé de 60 ans. Il avait notamment connu le succès avec son roman Djemma qui signifie l'étoile. Il portait un nom prédestiné. Kateb signifie écrivain. François Léotard, qui présidait aujourd'hui à Charenton près de Paris la Convention nationale du Parti républicain, a dû lui aussi donner sa position sur le voile islamique. Il s'en est d'ailleurs pris à Lionel Jospin et au PS qui, selon lui, se sont déconsidérés. Il refuse, dit-il, les germes de discorde, d'intégrisme et demain de fanatisme. Mais l'essentiel des travaux était ailleurs. Il s'agissait de renforcer l'union, de supprimer les attaques, de laisser à Gérard Longuet le soin de régler les affaires du parti et à François Léotard celui, à terme, de choisir l'orbite présidentielle. Véronique Saint-Olive et Philippe Montoisy. Léotard, Giscard, Chirac, Meignery, Juppé, Millon, Longuet et bien d'autres, même combat. À la Madeleine, chantre de l'Union a mis les pieds dans le plat et le logo du Parti républicain lui est tombé sur la tête. Mais c'est un hasard. À Charenton, la folie de la division s'est calmée. Les militants, les élus, tous veulent tourner la page. Il n'y a plus de bande à Léo, on parle maintenant de famille. Millon, qui a ravi à Léotard la présidence du groupe UDF, va diriger le comité de stratégie du PR. Longuet va gérer le parti à la place de Madeleine qui ne lui en veut pas. Quant à Léotard, il se dégage des contingences politiciennes pour se consacrer à l'essentiel. Ce n'est pas l'organisation de l'opposition qui doit nous préoccuper avant toute chose, ce sont ses arguments, ses projets, ses analyses, ses propositions et pour tout dire son comportement. Et tout cela doit être ouvert sur la France et sur le monde. Le gouvernement gouverne, nous savons, j'allais dire par expérience, qu'il le fait mal. Le PS se survit à lui-même, soutient plus ou moins bien ce gouvernement, prépare son congrès, ils expédient ensemble les affaires courantes et tous les affaires tout court. Oubliez les querelles giscardo-chiraciennes. Léotard et ses amis ne veulent plus s'en prendre qu'aux seuls socialistes. François Léotard voit la reconquête du pouvoir à travers des propositions concrètes aux Français. Il lui reste à les préciser et à se faire entendre. Échauffouré à Vitrolles, près de Marseille, le Front National et ses sympathisants ont empêché l'inauguration d'une avenue Jean-Marie Tjipaou. Les élus socialistes n'ont pas pu se rendre à l'endroit prévu. Puis, la stèle à la mémoire du leader du FLNKS a été détruite. Le maire socialiste n'a pas souhaité faire appel à la police. À l'étranger, en Tchécoslovaquie plus précisément, on célébrait aujourd'hui le 71e anniversaire de la création de l'État. À cette occasion, l'écrivain Václav Havel, mystérieusement disparu, a fait sa réapparition. Il faisait partie de ces intellectuels appréhendés afin de leur interdire toute manifestation. Cela n'a pas empêché près de 10 000 personnes de descendre dans la rue pour demander plus de liberté. La police est intervenue sans grande conviction. Patricia Coste. À main nue. La très prudente Tchécoslovaquie a manifesté aujourd'hui à sa manière, les bras en l'air, pour conjurer ce qu'elle craint le plus, la violence de sa police anti-émeute. Les policiers ont réagi massivement, mais non sans avoir laissé le cortège se dérouler pendant 1 heure et demie. Non violents, les Tchécoslovaques, mais tenaces, ils ont refusé de donner l'ordre de dispersion et ont continué à scander leur slogan « Liberté, liberté, nous voulons un nouveau gouvernement ». Jusqu'à se faire interpeller. 5 à 10 000 personnes cet après-midi à Prague qui protestaient contre ceux qui avaient organisé une autre manifestation ce matin, les autorités, qui fêtaient le 71e anniversaire de la création du pays. Un cortège, celui-ci parfaitement ordonné, qui s'est auto-célébré dans un périmètre réservé à quelques heureux qui avaient un laissez-passer. Pour la première fois, la télévision soviétique a montré que la troupe s'est installée en Azerbaïdjan. Il s'agit tout d'abord de séparer les belligérants, c'est-à-dire les Azéris qui exercent un véritable blocus autour de l'enclave montagneuse du Haut-Karabakh et sur les voies de communication qui desservent l'Arménie. Il y a une dizaine de jours, les journaux officiels soviétiques dénonçaient l'état de guerre dans la région.
En Espagne, les élections générales sont pour demain. Pour la troisième fois, Felipe González est quasiment sûr de sa réélection. L'Espagne est le plus jeune pays d'Europe. 65% de sa population a moins de 35 ans. La première génération qui a connu la démocratie est frappée de plein fouet par le chômage et la drogue. Michel Monpontet et Bruno Carrette se sont rendus dans un petit village pour rencontrer cette jeunesse tourmentée qui va voter demain. Compañeras, ¡viva el narcotráfico! Il y a 10 ans, avec la mort de Franco, Wilbur découvrait la liberté de tout dire. C'était le temps de l'euphorie. Son groupe de rock naissait, il s'appelait alors la Svops, du nom de la police franquiste. Les tabous volaient en éclats, mais aujourd'hui Franco semble n'avoir jamais existé. Wilbur a lui rebaptisé son groupe Les Illusions, tout un programme. Ici, à Estella, 65% des habitants ont moins de 35 ans. Chaque nuit, dans les bars, premier visage d'une réalité espagnole, la drogue. Le hashish a d'abord été pour eux un défi à l'ordre établi, une revendication. Mais aujourd'hui, il n'est plus qu'une ivresse quotidienne et banale à portée de main. Les Estella, c'est aussi, comme partout ailleurs en Espagne, le chômage. En 1980, ici, 11 usines, 9 ont été fermées depuis. Ville sinistrée. En première ligne des victimes, bien sûr, cette même jeunesse. Mais Wilbur est un privilégié. Lui seul, parmi tous ses amis, a un travail, un salaire, sa voiture. Les copains empruntent celle de papa et roulent en attendant la nuit pour se retrouver. Tous mes amis vivent mal. Ils ont tous les vices devant le nez et n'ont pas un centime en poche. On leur propose parfois un mois ici, un mois ailleurs, et avec ça, ils doivent se débrouiller. Alors bien sûr, ils trafiquent de la drogue. Mais si Wilbur a du travail, ô combien particulière est la teinturerie qu'il emploie. Leur patron, acculé par les dettes, a offert son usine aux ouvriers. Wilbur se retrouve donc avec ses collègues en autogestion. À la mort de Franco, Wilbur rêvait sûrement d'anarchie. Aujourd'hui, paradoxe, il cherche un patron pour survivre. Autre paradoxe à la table familiale, le bénédicité est toujours là. Nous n'étions pas libres, jamais indépendants. Il fallait toujours obéir aux parents. Aujourd'hui, ils fument des joints. C'est si grave? Je ne crois pas. C'est comme un cigare, je crois, non? Une génération entièrement privée de liberté pendant 40 ans de franquisme et qui ne veut absolument pas agir de même avec ses enfants. La tolérance pour eux, c'est une revendication. La démocratie, en Espagne, a apporté tout cela. Certains jugent que ce sont des excès. Mais la démocratie a apporté la liberté. Les Espagnols de toute génération confondue sont convaincus aujourd'hui que ce n'est qu'un dérisoire prix à payer. Je vous le disais il y a quelques instants, la jeunesse espagnole est la toute première en Europe à classer sur le tableau A des utilisateurs de drogue. À Madrid aujourd'hui, la police a découvert 200 kilos de cocaïne. L'imagination des trafiquants est sans limite. Dominique Thiers. Indécelable ou presque, les trafiquants avaient utilisé une ruse jusqu'ici peu connue des services de police. 300 couvertures amidonnées avec de la cocaïne, un total de 200 kilos de poudre blanche dissimulée dans les fibres de la laine. Selon les enquêteurs, la cargaison serait arrivée par bateau sur les côtes espagnoles, puis elle aurait été acheminée par la route vers Madrid. Dans le hangar où était entreposé le chargement, les policiers ont arrêté en flagrant délit 7 personnes, dont 4 d'origine sud-américaine. Les trafiquants s'apprêtaient à procéder aux premières opérations chimiques pour récupérer la cocaïne. 1000 litres d'éther ont été saisis ainsi que de l'acide chlorhydrique, deux produits essentiels pour affiner la cocaïne pure, autrement dit la couper, avant de la mettre en vente sur le marché. En France, il ne s'agit pas de trafic, bien que le fait de transporter des cocons de verre à soie hors de l'Empire de Chine à l'époque des mandarins était puni de mort. Il s'agit bien de l'époque des mandarins, pas aujourd'hui. Il s'agit maintenant d'essayer de recréer la filière de l'élevage du verre à soie afin de fabriquer des produits totalement français. Les maîtres soyeux de Lyon qui maintiennent la tradition sont obligés de travailler, eux, sur de la soie importée légalement, bien sûr, de Chine. Jacques Violet et Didier Dahan. Cette chenille gavée, le verre à soie, va donner le fil unique et merveilleux
qui va servir à fabriquer les satins, les mousselines et les taffetas les plus beaux, les plus souples. Ils ne sont plus qu'une dizaine en France à travailler la soie naturelle, à ennoblir encore si c'est possible ce fil pas plus gros qu'un cheveu qui a toutes les qualités. La consommation française, environ 500 tonnes par an, pratiquement tout importé de Chine. Son prix a doublé en 2 ans, 450 francs le kilo. Commence alors la transformation en étoffe. Les écheveaux sont mouillés, dévidés, le fil est mis sur bobine, puis c'est le ourdissage pour préparer la chaîne sur le métier à tisser. Sur la largeur du métier, des milliers de fils, un cavalier sur chaque fil. Si un fil casse, le cavalier tombe et le métier s'arrête. On tisse les lingeries les plus fines. Il faut entrelacer les fils, les croiser avec un savoir-faire, un tour de main qui s'apparente à des secrets de fabrication. Ces derniers soyeux parlent de leur métier avec amour et passion. La levée des fils, le croisement des fils, le nouage, quand on voit qu'une chaîne, par exemple, en 90 cm, peut y avoir 40 000 fils et que dans le temps, et même encore maintenant, on est capable, à la main, de nouer toutes 40 000 fils. Et pour le contrôle, on retrouve cette dextérité manuelle. Le contrôle est surtout avant tactile, on touche. Quel est votre lien avec la soie? Ça a l'air très particulier. C'est la maîtresse la plus exigeante qui existe, la soie. La soie, c'est une passion de transformer des fils en tissu, en crêpe, en tissu, satin duchesse, pour donner toute la... Il n'y a que la soie qui apporte justement cette satisfaction de la création. Abandonnée pendant plus de 20 ans, la tradition de la soie se réorganise en France. Dans les Cévennes, des ateliers coopératifs ont replanté des mûriers et élèvent des vers à soie, le magnan en occitan. Cette chenille va multiplier son poids par 10 000 en 1 mois en mangeant des feuilles de mûrier. Ensuite, elle fera son cocon. La chenille s'enferme en enroulant autour d'elle ce fil d'1,5 km qu'elle recrache. Il faut alors tuer la chrysalide sans abîmer le cocon avant l'éclosion du papillon. Les cocons sont ébouillantés pour dérouler le fil et le filer dans l'unique filature de soie européenne. La production de soie française est très faible, puisque la soie importée en France représente à peu près 500 tonnes de fil et quasiment autant en produits finis. Nous représentons environ le millième de cette consommation française. Mais le millième, c'est quand même pas mal et vous êtes content de vous? C'est très important pour la région, puisque ça représente pour ce petit coin quand même 15 emplois permanents, plus une 60aine de productions complémentaires pour les activités agricoles du coin. La production française ne concurrencera jamais la Chine, qui reste en situation de monopole dans le monde entier. Mais ces chemins de la soie en pays cévenol et les coopératives qui travaillent le fil jusqu'à la... De 20 ans, la tradition de la soie se réorganise en France. Dans les Cévennes, des ateliers coopératifs ont replanté des mûriers et élèvent des vers à soie, le magnan en occitan. Cette chenille va multiplier son poids par 10 000 en 1 mois en mangeant des feuilles de mûrier. Ensuite, elle fera son cocon. La chenille s'enferme en enroulant autour d'elle ce fil d'1,5 km qu'elle recrache. Il faut alors tuer la chrysalide sans abîmer le cocon avant l'éclosion du papillon. Les cocons sont ébouillantés pour dérouler le fil et le filer dans l'unique filature de soie européenne. La production de soie française est très faible, puisque la soie importée en France représente à peu près 500 tonnes de fil et quasiment autant en produits finis. Nous représentons environ le millième de cette consommation française. Mais le millième, c'est quand même pas mal et vous êtes content de vous? C'est très important pour la région, puisque ça représente pour ce petit coin quand même 15 emplois permanents, plus une 60aine de productions complémentaires pour les activités agricoles du coin. La production française ne concurrencera jamais la Chine, qui reste en situation de monopole dans le monde entier. Mais ces chemins de la soie en pays cévenol et les coopératives qui travaillent le fil jusqu'à la commercialisation d'un produit fini font partie de notre patrimoine culturel. Une autre tradition qui risque de se perdre, celle des musiciens du métro. Ils sont mécontents de la RATP et ont manifesté aujourd'hui entre l'Opéra Bastille et l'Opéra de Paris. Musique oblige. Véronique Gallione et Jean-François Bernigot. La
la rue et leur partition, le métro, leur résidence d'hiver. Depuis 68, les saltimbanques de la musique ont investi les petites cours de la capitale et les rames de la RATP. Pittoresque, juste ce qu'il faut pour les touristes du bicentenaire, leur musique a vécu l'été à l'abri des habituelles verbalisations. Juste une parenthèse dans une partition toujours jouée à la sauvette. Tu passes, tu joues de la musique, t'es tranquille, t'essayes de gagner ta vie un petit peu, et on te regarde comme ça, comment, il est dans le métro, médecin pour rien, va travailler. Je travaille. Alors tu vois arriver 5 mecs bien coiffés à la brosse, bombeurs, bien costauds, ils arrivent, ils te prennent comme ça, ils te tirent du métro, ils te demandent tes papiers, ils te menacent de te prendre tes instruments, ils te menacent de te casser la figure plus ou moins, et puis ils te filent une amende, et puis ils te demandent de te tirer vite fait, parce que s'ils te retrouvent, ça va aller mal pour toi. Voilà. Mais la seule fois où j'ai été verbalisée sous des entrepôts, dans une terrasse où tous les gens sans exception m'ont donné de l'argent. Hein. Et ça se passait après le 14 juillet et on m'a dit que c'était parce que c'était facile et que j'étais tout près du commissariat. Nuisances sonores et insécurité, dénonce la RATP. 500 francs d'amende et la confiscation depuis la mi-septembre des amplificateurs. Les musiciens refusent d'acheter des badges pour jouer dans des lieux désignés. Après tout, jazz, blues ou reggae sont nés sur le pavé et sans autorisation. Nous allons à présent faire vite pour Michel Drucker. Il y avait un tiercé et un quartet plus à Auteuil, métro porte d'Auteuil. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 15 et le 10, qui rapportent pour 5 francs 17 627 francs et 50 centimes, dans l'ordre. Dans un ordre différent, 3 527 francs et toujours 50 centimes. Pour le quartet, il fallait ajouter le 6, qui rapporte pour 6 francs 145 652 francs et 40 centimes, dans l'ordre. Et dans un ordre différent, 9 278 francs et toujours 40 centimes. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous avons volontairement écourté la fin de ce journal pour laisser à Michel Drucker quelques minutes supplémentaires pour son Champs-Élysées décentralisé, le premier du genre. Il sera dans quelques secondes en direct de Lyon. Vous retrouverez quelques Lyonnais célèbres, Bernard Pivot, Jacques Martin, Jean-Michel Jarre, et la liste n'est pas exhaustive. D'autres villes auront, pour un temps, elles aussi, leurs Champs-Élysées dans les semaines qui viennent. Ce soir, c'est un numéro spécial Sylvie Vartan, et pour le dernier journal, ce sera un spécial Thierry Calmette. Je vous remercie de votre attention, bonsoir, et dans quelques instants, José Blanc-Lapierre pour la météo.